Très bien. Alors, on va démarrer. Donc, avant de démarrer, je voulais juste rappeler un petit peu ce qu'on entendait par équipement électrique et électronique, hein, au sens du code de l'environnement. Donc, ce sont des équipements qui vont fonctionner grâce à du courant électrique ou à des champs électromagnétiques. Ce sont des équipements de production, de transfert, de mesure de ces courants et de ces champs qui sont conçus pour être utilisés à une tension qui ne dépassera pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu. Alors, vous avez une liste assez exhaustive de tout ce qui est équipement électrique et électronique. Et, il y a deux directives aujourd'hui qui est en fait une transcription en droit français des directives européennes. Ça va être donc les directives D3E, hein, la gestion de ces équipements, et puis la directive ROHS, vous savez, qui va limiter la présence de métaux lourds, de métaux lourds, enfin, il y a 12 métaux lourds qui sont interdits, ou tout au moins très limités justement dans ces appareils pour faciliter leur recyclage et la gestion de la fin de vie de ces appareils. C'était juste un avant-propos pour redéfinir un petit peu le champ, le périmètre sur lequel on allait travailler. Et je vais vous présenter donc très rapidement le dispositif donc, de ce programme. Donc aujourd'hui, on a une réunion de sensibilisation. L'objectif, c'est de parler un petit peu d'achat responsable. On l'a vu dans le tour de table, tout le monde n'est pas aujourd'hui au même niveau. Donc ça permettra de partager un petit peu une culture commune sur les achats responsables. Je vous montrerai le programme de la journée juste après. Ensuite, il y aura deux ateliers. Alors, pour ces ateliers, j'insiste un petit peu sur le fait que ce serait bien que les gens qui sont à distance aujourd'hui puissent être présents sur les deux prochaines dates. Les prochaines dates, c'est donc le jeudi 28 septembre pour le premier atelier et puis le 5 octobre pour le deuxième atelier. Donc, si vous pouvez vous rendre sur place, ce sera beaucoup plus facile puisque là, ce sera vraiment des ateliers très interactifs. Donc, la présence physique serait vraiment très appréciée. Ça donnera plus de pertinence, je dirais, à nos travaux. Voilà, alors là, aujourd'hui, on va définir un petit peu ce que c'est que les achats responsables, reprendre un petit peu tout ça, et puis déjà commencer à introduire ce qu'on entend en termes de stratégie d'achat, puisque le premier atelier, ça va être de construire une stratégie d'achat. Alors, venant de la SNOR, moi, je me fie beaucoup un petit peu aux recommandations d'une norme qui s'appelle la norme ISO 20400, une norme sur les achats responsables, qui explique cette norme qu'on construit une stratégie d'achat en croisant 4 analyses, hein, l'analyse du besoin, l'analyse du marché, l'analyse des risques et l'analyse des coûts. Et c'est en travaillant sur ces quatre analyses qu'on va pouvoir définir une stratégie d'achat. Une fois que cette stratégie d'achat est élaborée, il va falloir après la déployer de façon opérationnelle, et ça sera donc dans un deuxième atelier. On aura une vision précise du besoin, du marché, des risques et des coûts. On essaiera après de définir donc des niveaux d'exigence et surtout de voir comment on va utiliser ces exigences au regard des leviers de la commande publique. On verra si effectivement il est pertinent d'en faire des spécifications techniques, s'il est pertinent d'en faire des conditions d'exécution, des critères d'attribution, ou alors est-ce que c'est des exigences qui concerneront plutôt la sélection des entreprises. On parlera également de la contractualisation et du suivi, donc vraiment sur la mise en œuvre opérationnelle de cette stratégie d'achat. L'objectif de ces deux ateliers, bien sûr, c'est d'arriver à des clauses préconstruites sur ces équipements électriques et électroniques. Et donc, ces clauses viendront enrichir la boîte à outils qui est mise à disposition après de l'ensemble des acheteurs du réseau Maximilien par Maximilien, justement. Voilà pour le programme du dispositif. Alors, si on regarde un petit peu les points qu'on va aborder aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, on va introduire un petit peu, faire une introduction sur les achats responsables. Pourquoi on parle d'achat responsable? Qu'est-ce que c'est? Quels sont les enjeux aujourd'hui couverts par les achats responsables? On parlera du contexte normatif et réglementaire. Et puis, on abordera rapidement cette analyse du besoin, cette analyse du marché. On en discutera un petit peu pour bien comprendre un peu, je dirais, le schéma qu'on va suivre après dans le cadre des deux ateliers. Voilà, et puis on verra aussi quelques pistes pour avancer, donc des pistes qui vont nous servir dans notre réflexion sur les deux ateliers suivants. On verra un petit peu quels référentiels reconnus existent et concernent
justement ces matériels ces équipements électriques et électroniques. Et puis, on parlera un peu de cette notion de numérique responsable dont on parle beaucoup. Et puis, on fera un petit focus également sur l'économie circulaire, puisque on verra que l'économie circulaire, c'est vraiment un puits. Il y a énormément de choses à puiser dans l'économie circulaire pour responsabiliser ses achats. Voilà pour le programme. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, si vous souhaitez intervenir. Parce que là, on ne vous entend pas. Donc, moi, je vais continuer à dérouler. Voilà. Alors, pourquoi on parle d'achat responsable aujourd'hui? C'est simplement qu'on a toujours évolué dans un modèle économique qui était un modèle linéaire. On allait extraire des matières premières, on les transformait, on les acheminait vers des usines. Une fois que les biens étaient faits, on les distribuait, on les utilisait, puis après, la plupart des biens finissaient à la poubelle, en déchetterie, enfouis, incinérés, etc. Mais on n'en faisait pas grand-chose. Et ce qui est assez terrible, c'est qu'on peut regarder depuis ces dernières décennies, la consommation moyenne par habitant, elle a largement augmenté. Et surtout, depuis les années 1850, eh bien, il y a eu un boom dans la courbe démographique, puisque aujourd'hui, on gagne 1 milliard d'habitants à peu près toutes les décennies, alors qu'il le premier milliard d'habitants, il a fallu attendre les années 1850, donc depuis la création de l'humanité jusqu'en 1850 pour l'atteindre. Donc on a eu une courbe qui était plutôt horizontale, là, elle est complètement à la verticale. Donc on est de plus en plus nombreux, on consomme de plus en plus, or la Terre, elle a ses limites. D'ailleurs, vous avez un indicateur qui s'appelle le jour de dépassement qui se rapproche de plus en plus au cours des années. Je crois qu'il doit être fin juillet, début août, là, c'est à peu près dans cette période-là. Il y a eu des petits rebonds avec les confinements à l'époque du Covid. Il y avait eu un petit ralentissement, mais de nouveau, c'est reparti. Et on gagne en fait des jours chaque année. Ce jour de dépassement est de plus en plus tôt. Voilà, alors un petit indicateur, entre 1961 et 2007, en Amérique du Nord, la population a augmenté de 40%, pendant que l'empreinte écologique par habitant a bondi de 160%. Vous voyez, c'est non seulement on est de plus en plus nombreux, mais en plus, on consomme de plus en plus. Là, vous avez un indicateur qui est vraiment assez précis là-dessus. Il y a un phénomène aussi qui a perturbé pas mal les échanges. C'est qu'il y a quelques décennies, et on peut remonter au début du siècle dernier, Henry Ford, quand il fabriquait son modèle A, eh bien, il était dans un système complètement intégré. C'est-à-dire qu'il il maîtrisait absolument sa chaîne de valeur, aussi bien en amont qu'en aval. Et quand je dis ça, il avait ses propres mines de minerais, il avait ses propres aciéries pour transformer ces minerais, il avait ses propres compagnies de transport pour acheminer tout ce dont il avait besoin vers ses usines, il avait même ses propres forêts de caoutchouc duquel il allait extraire le caoutchouc pour faire ses pneumatiques. Donc il était dans un système complètement maîtrisé finalement. Et aujourd'hui, si on regarde dans le même domaine, le domaine de l'automobile, eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est de la sous-traitance en chaîne. Il y a énormément d'équipementiers, de fournisseurs, de sous-traitants. On estime qu'il faut à peu près 1200 entreprises pour fabriquer une voiture aujourd'hui en moyenne, ce qui est assez considérable. Et donc, on a une perte totale, finalement, de ces chaînes d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on a énormément de zones d'ombre, puisqu'on a des produits, des composants qui viennent un peu de tout horizon, avec une multitude de fournisseurs, donc difficile de maîtriser tout ça. Les conséquences un petit peu de tout ça, ça émane d'abord que les entreprises vont externaliser de plus en plus. Pourquoi elles ont externalisé? D'abord pour se recentrer un petit peu sur leur cœur de métier, puis capter l'innovation aussi et le savoir-faire de ces fournisseurs qui, eux, étaient spécialisés dans un domaine particulier. Et puis un deuxième phénomène également qui corrèle avec le premier, c'est la mondialisation, c'est-à-dire que les entreprises, pour essayer de gagner en compétitivité, eh bien, cherchent les prix les plus bas et se sont tournés effectivement vers des zones un petit peu low cost. Je pense à l'Asie, par exemple, où on allait effectivement profiter d'une main-d'œuvre pas très chère pour acheter des produits bon marché et gagner en compétitivité. Le problème, eh bien, c'est qu'on voit émerger de plus en plus de problèmes, alors des problèmes environnementaux, des problèmes sociaux. Ça fait l'actualité. Et tout ça, ça vient du fait qu'on achète de plus en plus
En moyenne, le chiffre d'affaires d'une entreprise qui passe par les achats, c'est à peu près 65% en moyenne, avec des secteurs, vous entendez bien, comme la distribution, où là, on est plutôt même près des 90%. Mais c'est une moyenne à peu près de 65% du chiffre d'affaires qui passe par les achats. L'achat public, c'est près de 200 milliards également de dépenses publiques annuelles. Donc on voit les collectivités achètent de plus en plus. Les achats deviennent de plus en plus stratégiques pour les organisations. Or, c'est quelque chose qu'on maîtrise mal, puisque alors à l'époque, c'était IBM qui avait fait une étude qui s'appelait, c'était sur les chaînes d'approvisionnement du futur. Eh bien, ils avaient interrogé 400 responsables de chaînes d'approvisionnement à travers le monde. Et sur ces 400 personnes interrogées, pas une seule prétendait maîtriser complètement ces chaînes d'approvisionnement. Tout le monde disait qu'il y avait effectivement beaucoup de zones d'ombre. Et 87% des entreprises ont subi au moins un problème dans leur chaîne d'approvisionnement dans les 3 dernières années. Alors, des problèmes qui peuvent, alors bien sûr, je ne parle pas des conséquences que ça peut avoir sur les parties prenantes ou sur l'environnement, mais ça impacte également énormément ces sociétés en termes de conséquences, parce que ça va effectivement nuire à leur image, ça va nuire également à leur organisation. Elles peuvent avoir des responsabilités juridiques et financières par rapport à ça. D'accord ? Alors, un des exemples de scandale qui a bien fait parler, et puis d'ailleurs qui a été déterminant un petit peu pour les dispositifs qui ont été mis en place, notamment en France, c'est le problème du Rana Plaza. Le Rana Plaza, rappelez-vous, c'est cette entreprise du textile au Bangladesh qui s'était effondrée en 2013 et qui avait causé la mort de plus de 1200 ouvriers. Et là, toutes les entreprises qui avaient été incriminées, tous les grands donneurs d'ordre qui avaient été montrés du doigt, eh bien, ont tous eu le même axe de défense par rapport aux revendications, enfin par rapport aux critiques, c'était de dire on ne savait pas, c'est pas moi, c'est lui, quoi. Se reporter toujours sur le fournisseur du rang supérieur, mais ce n'était pas de sa faute, surtout pas. Et puis surtout, tous disaient qu'ils ne savaient même pas qu'ils fabriquaient leurs produits en Bangladesh. C'est quand même assez inquiétant. Et d'ailleurs, ça avait heurté un député français, c'était Portier, et social-démocrate. Bon. Portier qui, lui, s'est dit, mais comment ça se fait qu'en 2013, des entreprises, les grosses entreprises, certaines du CAC 40, ne maîtrisent pas leur chaîne d'approvisionnement? C'était pour lui juste impensable. Et donc, il a travaillé sur un projet de loi à l'époque qui s'appelait le devoir de vigilance, cette loi qui a vu le jour en 2017 en France, et qui aujourd'hui est portée à l'échelle européenne. Puisqu'on attend pour fin 2024, demi-2025, un devoir de vigilance à l'échelle européenne. Alors, la particularité de ce devoir de vigilance en France, c'est qu'il touchait les entreprises de plus de 5 000 salariés, ou les entreprises étrangères établies en France qui avaient plus de 10 000 salariés, mais globalement, ça représentait moins de 200 entités en France, vraiment concernées par le devoir de vigilance, ce qui ne fait pas beaucoup. Et le nombre d'entreprises aujourd'hui enregistrées de commerce commercial en France, c'est peu. Le devoir de vigilance, lui, sera beaucoup plus large, le périmètre sera beaucoup plus important, puisque on parle d'entreprises de plus de 500 salariés, voire 250 quand on sera sur des secteurs à risque. Secteurs à risque, ça sera l'agriculture, les entreprises extractives, ça peut être également les entreprises du textile, par exemple. Et je pense que les entreprises du domaine électronique, informatique seront également sur un secteur à risque. Voilà. Alors, par rapport à tout ça, la fonction achat a besoin d'évoluer. Pendant très longtemps, les fonctions achats ont bien été vues un petit peu comme des centres de coûts dans les organisations. Je vais me faire je vais peut-être être un peu sévère pour les acheteurs dans mon jugement, mais l'acheteur était vu un peu comme celui qui dépensait l'argent d'entreprise pendant que les commerciaux allaient gagner, quoi. Je schématise un peu, mais c'est ça. Personnellement, quand j'ai été jeune étudiant, j'ai travaillé à la SNCF et j'étais au rayon guichet, donc rayon commercial. Et j'ai souvenir qu'un personnel de la SNCF qui travaillait au guichet avait pris de l'argent un peu dans la caisse. Et il s'était fait attraper. Et sa punition, ça a été de passer aux achats. Donc, on voit déjà un petit peu comment étaient considérés les acheteurs. Bien, côté voleur, tu vas aux achats. Voilà. Donc, non, mais un bon acheteur était qualifié un peu comme un bon négociateur. Plus vous achetiez le moins cher possible, plus vous étiez mis sur un piédestal. Aujourd'hui, on regarde un petit peu ce qu'on s'est dit juste avant.
On est plutôt justement dans une recherche de sécurisation du résultat, justement. C'est comme il y a des risques, et il y a de plus en plus de risques. Aujourd'hui, on doit manager ce risque, et la fonction achat, c'est une, aujourd'hui, de ses premières missions. C'est effectivement de répondre aux besoins de son donneur d'ordre, en étant bien sûr le plus compétitif possible. Et on verra tout à l'heure que cette notion, elle évolue aussi vers une notion qu'on appelle le coût global. Mais c'est surtout de bien maîtriser ces risques, essayer de les gérer le plus possible. Aujourd'hui, on peut dire que si on faisait un petit peu le bilan, les entreprises ont toutes déjà commencé à travailler un peu là-dessus, plus ou moins bien, elles sont plus ou moins avancées, mais je dirais que le plus gros des entreprises se situe déjà dans cette deuxième case. Idéalement, il faudrait effectivement qu'on arrive à un troisième niveau, qui est le développement de coopération, essayer de collaborer avec ses fournisseurs. Ça va permettre de renforcer un peu ces relations, de pouvoir capter l'innovation des fournisseurs, favoriser le développement des activités des organisations. Donc, on voit que là, on aura des acheteurs qui seront beaucoup plus proactifs dans la démarche. Et il est important de bien travailler cette relation avec les fournisseurs parce que jusqu'à présent, un donneur d'ordre voulait choisir ses meilleurs fournisseurs. D'ailleurs, on évalue ces fournisseurs financièrement, on évalue leur niveau de maturité au niveau de la RSE. Maintenant, on essaye de chercher les meilleurs fournisseurs. Demain, moi, je suis prêt à parier que c'est les fournisseurs qui choisiront leurs meilleurs clients. Pourquoi ? Parce qu'il y a des ressources qui s'enrichissent de plus en plus. On ne pourra pas servir tout le monde. Et un fournisseur servira en priorité le donneur d'ordre avec lequel il a les relations les plus saines, celui qui paye en temps et en heure, celui qui respecte ses engagements, celui qui n'a pas forcément de pression très forte sur les prix, etc. Il y a des grandes marques, des grandes entreprises qui ont réalisé un petit peu tardivement qu'ils ne bénéficiaient pas de l'innovation de leurs fournisseurs. Et ils se posaient un peu la question, mais pourquoi ? Et quand ils interrogeaient leurs fournisseurs leur disaient, mais attendez, vous voulez accéder à nos innovations, par contre, vous ne nous permettez pas d'investir dans la recherche et le développement parce que vous négociez avec nous des marges tellement basses que ce n'est pas vous qui financez cette recherche et développement. Donc, on préfère nous faire bénéficier avant tout les donneurs d'ordre avec lesquels on travaille dans le cadre de relations saines avec des relations très équilibrées. Donc, très important d'investir dans cette relation fournisseur. D'ailleurs, il existe aujourd'hui, vous le savez tous, un label qui s'appelle le label Relations fournisseurs et achats responsables, qui est porté par la médiation interentreprise, donc indirectement par PFC, par l'association du CNA également, et qui va effectivement reconnaître les organisations, enfin les donneurs d'ordre, publics ou privés, qui justement investissent dans cette relation avec leurs fournisseurs et essayent de l'équilibrer le mieux possible. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, il y a une norme qui est parue en 2017, d'ailleurs, le hasard du calendrier a fait qu'elle est parue la même année que le devoir de vigilance. Cette norme ISO 20400 sur les achats responsables n'est ni plus ni moins que la déclinaison de la norme ISO 26000 dans la fonction achat. Vous savez qu'en 2010 est parue cette norme ISO 26000 sur la responsabilité sociale des organisations. Donc, en gros, c'était une norme qui donnait des recommandations aux organisations pour prendre en compte le développement durable dans leurs activités. Et quand cette norme est parue, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la direction des achats de l'État, qui s'appelait à l'époque les services des achats de l'État, et la CEDAF, qui maintenant est le Sénat, ont décidé effectivement de se rapprocher de la FNOR pour voir si, en France, on ne pouvait pas conduire des travaux normatifs pour essayer de décliner cette norme ISO 26000 et ses recommandations dans la fonction achat. Donc, ça a donné naissance à cette norme. Alors, d'abord, il y a une première norme française qui s'appelait la NFX 50135. Je passe vite dessus parce qu'elle est devenue obsolète. Et cette norme française a servi de texte de base pour les travaux normatifs à l'échelle internationale, puisque ISO, quand ils ont pu travailler sur l'élaboration de cette norme internationale, se sont rapprochés de différents pays pour voir lesquels avaient travaillé sur les achats responsables. Et il y avait 3 pays à l'époque qui l'avaient fait. Il y avait donc la France, l'Angleterre et le Brésil. Les travaux anglais avaient été mis un peu de côté parce qu'ils n'étaient pas construits sur la base de la 26000. Or, ISO voulait vraiment que la 26000 serve de texte de base. Et le Brésil avait des travaux, mais qui n'étaient pas aussi avancés que ceux de la France. Donc, la France, il y a eu la présidence des travaux de la commission normative et le Brésil a eu la vice-présidence.
Voilà. L'objectif de cette norme, c'est de poser les grands principes de la fonction achat. Quand vous lisez la norme, vous verrez que les grands principes sur les achats responsables correspondent à peu près aux grands principes de la commande publique. D'accord. Beaucoup se disent oui, mais la norme, c'est plutôt pour les entreprises. Non, il faut savoir qu'aujourd'hui, enfin, il y a beaucoup d'acteurs, et notamment la région Île-de-France, qui a été impliquée dans l'élaboration de cette norme. Il y a eu l'UGAP, par exemple. La région Île-de-France, il y a eu également les services d'achat de l'État, hein, qui étaient dans le tour de table. Donc, hormis une ou deux recommandations qui seront à prendre avec un petit peu, je dirais, des pincettes d'un point de vue juridique, toutes les recommandations peuvent s'appliquer effectivement aux donneurs d'ordre public, ça ne pose aucun problème. Ça va permettre de clarifier, d'harmoniser les pratiques de responsabilité des organisations tout au long du processus achat. C'est une norme très opérationnelle. Ça va permettre d'apporter un cadre de référence qui va permettre donc de fournir des lignes directrices aux organisations et leurs fonctions achat, de faciliter les échanges commerciaux tant au niveau national qu'international. Comme toutes les normes, elle est construite sur une coproduction consensuelle et elle est surtout, et ça j'insiste beaucoup, d'application volontaire. Toutes les organisations peuvent l'utiliser, s'y référer. Et j'insiste sur le fait que c'est une norme qui n'est pas certifiable. Aucune organisation ne pourra certifier ISO 20400. C'est absolument pas possible, puisqu'on est sur des normes de recommandation, non pas des normes d'exigence. Alors, quel domaine ça couvre les achats responsables? C'est très très large, puisque comme je vous l'ai dit, la norme ISO 20400, c'est ni plus ni moins que la déclinaison de l'ISO 26000 dans la fonction achat. Donc, on va retrouver les 7 questions centrales de la 26000. Donc, toutes les questions relatives à la gouvernance de l'organisation, toutes les questions relatives aux droits de l'homme, à la relation et aux conditions de travail, à l'environnement, à la loyauté des pratiques, à la question relative aux consommateurs ou clients finaux, et puis les communautés de développement local. Quand on a dit ça, on a un peu tout dit, hein, c'est-à-dire que ça représente énormément d'enjeux. Pour vous donner un ordre d'idée, dans l'ISO 26000, ça correspond à peu près à 37 domaines d'action, 37 enjeux qui découlent de ces 7 questions centrales. Et alors, comme 37 enjeux, on ne peut pas travailler sur tout, hein, eh bien, la norme dit qu'il va falloir à un moment donné définir ses priorités. Et ces priorités, ça passe par l'élaboration d'une cartographie des risques pour définir finalement les priorités. Donc, c'est partir d'une nomenclature achat et essayer de définir quels sont les segments sur lesquels il y a le plus d'enjeux, hein, et qu'il va falloir peut-être mettre sous contrôle le plus tôt possible. Donc, il va falloir pour ça quand même avoir une vision assez holistique de l'ensemble de ces enjeux. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a beaucoup d'organisations qui se focus un petit peu sur la réduction carbone. En ce moment, ça, c'est le mot à la mode. Tout le monde parle de réduction carbone, au point qu'on arrive à oublier les autres enjeux. Alors, sur certains segments d'achat, les impacts carbone sont très faibles, sont presque secondaires, et il y a des enjeux, par exemple, qui sont très prioritaires. Je prends un exemple. Si j'achète de l'intérim, j'achète de la main-d'œuvre. Bon, la réduction carbone, elle va être liée au déplacement peut-être de mon intérimaire. Ok, je veux bien. Mais dans l'intérim, il y a aussi des problèmes de discrimination à l'embauche, il y a des problèmes d'accidents de travail. Il faut savoir qu'il y a 2 fois plus d'accidents de travail dans l'intérim qu'ailleurs. Il y a des problèmes de précarité, etc. Donc, à un moment donné, est-ce que ces enjeux sociaux ne sont pas plus importants finalement que ces émissions carbone? Voilà. Il va falloir prendre en compte ce genre de choses. Il faut être conscient également que les efforts consentis sur un enjeu pourraient impliquer un compromis avec d'autres enjeux. Il y a des fois, on s'améliore à un endroit pour faire pire ailleurs. Et l'exemple du carbone en est un exemple. Si vous prenez l'exemple de l'agriculture, vous savez, quand on veut mesurer le poids carbone d'un produit, on va prendre les charges des émissions carbone de l'organisation qu'on va diviser par la quantité de produits, de denrées produits, merci. Et une exploitation, par exemple, intensive, va avoir effectivement un bilan carbone gigantesque, mais ils produisent tellement, ils ont un tel rendement que ramener au kilo de pommes de terre, s'ils produisent des pommes de terre, le kilo de pommes de terre, il va avoir un impact carbone très faible. Alors que l'agriculteur d'à côté, qui lui travaille en agriculture raisonnée ou bio, eh bien, aura une charge carbone bien moins importante, mais comme il a un rendement beaucoup plus faible, ramené à l'unité fonctionnelle qui sera le kilo de pommes de terre, il aura peut-être un moins bon produit. Alors là, on pourrait dire, ah oui, mais alors donc la grosse exploitation est plus intéressante que la petite.
Ouais, sauf que la grande, bah, c'est l'usage de pesticides, d'insecticides, etc. Enfin, c'est des atteintes à la biodiversité, des pollutions qui sont générées. Enfin, voilà. Donc attention au transfert d'enjeux. Hein, il est toujours important d'avoir cette vision holistique pour éviter tout ça. Voilà pour cette diapositive. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un achat responsable au sens de la norme? C'est un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus positifs possibles sur toute la durée du cycle de vie. Alors, il y a des choses intéressantes déjà. Il y a cette notion d'économie. On va retrouver les 3 piliers du développement durable, l'environnement, le social et l'économique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est cette notion aussi de cycle de vie. Hein, c'est-à-dire qu'on va partir du principe que les impacts peuvent concerner aussi bien l'extraction des matières, la transformation de ces matières premières, le transport, la phase d'usage, la phase de gestion en fin de vie des produits. Donc, cette notion de cycle de vie est très importante. On en reparlera un petit peu plus tard. Ça va englober à la fois finalement des aspects de responsabilité qui vont être liés aux produits ou aux services qu'on achète, mais également aux fournisseurs qui vont intervenir dans la chaîne d'approvisionnement. On a des très mauvais fournisseurs qui peuvent faire des très bons produits, on a des très bons produits qui peuvent être faits par des très mauvais fournisseurs. Je vous cite un exemple. Les usines Ferrari sont exemplaires en termes de management de l'environnement. Elles sont toutes ISO 14001, sauf que ce qui sort de ces usines-là, on ne peut pas dire que ce soit très écologique, quoi. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais les Ferrari, on ne roule pas beaucoup, donc bon. On va arrêter là. Je crois que par définition, une Ferrari, ce n'est pas écologique, ça c'est clair. Voilà. Moi, je vais vous donner une définition peut-être un peu plus opérationnelle de la norme, puisque ça, c'est celle qui était issue de la norme ISO 20400. Pardon, je vais vous donner une définition plus opérationnelle des achats responsables, pardon, que celle de la norme. Je vais y arriver. Pour moi, c'est faire des achats responsables, c'est se poser 4 questions essentielles. La première, c'est pourquoi j'achète déjà. Se poser cette question. Pourquoi? Parce que le produit qui a le moins d'impact, c'est celui qu'on n'achète pas, qu'on ne produit pas. D'accord? Donc, il y a cette notion de juste besoin qui a déjà son intérêt. Déjà, se poser les questions, est-ce qu'on a réellement besoin d'acheter? C'est déjà faire de l'achat responsable. D'accord? Après, il y a l'analyse fonctionnelle du besoin. On s'y arrêtera dessus un petit peu plus tard. L'analyse fonctionnelle, là aussi, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il peut exister des alternatives à l'achat d'un produit pour répondre à son besoin. Et donc, ça nécessite tout ça de bien travailler sur la caractérisation de son besoin. L'acheteur se doit, quand il y a un prescripteur qui va arriver en disant tiens, j'ai besoin de ça, de requalifier son besoin. Alors, j'ai un exemple assez simple que j'utilise beaucoup dans les formations. Imaginez un prescripteur qui vient me voir en me disant j'ai besoin d'une tondeuse à gazon. Il n'a pas besoin d'une tondeuse à gazon. Il a besoin de couper de l'herbe. Un besoin s'exprime toujours par une action. On a besoin de faire quelque chose, de couper de l'herbe. Maintenant, quand on s'est posé cette question, donc déjà, on lui fait la remarque qu'il n'a pas besoin d'une tondeuse à gazon et de couper de l'herbe. On comprend que d'abord, la tondeuse est un moyen de répondre aux besoins, mais ce n'est pas le seul. On peut avoir aujourd'hui des moutons, on peut avoir de la sous-traitance auprès du secteur adapté protégé, on peut avoir, on peut prendre du Roundup là, et puis griller votre pelouse, comme ça vous n'aurez plus besoin de la derrière, non, je plaisante. Mais il y a différentes alternatives, vous voyez, qui existent pour répondre à ce besoin-là. Et ne pas se poser cette question, bah, finalement, c'est passer à côté de toutes ces alternatives. Et on va rester sur l'achat d'une tondeuse, et puis on va aller chercher la plus écologique. Mais entre 2 tondeuses, on va perdre plus de temps qu'autre chose, hein, que des impacts qu'on va réduire. Donc, vous voyez, cette question me paraît déjà d'abord essentielle. La deuxième, c'est qu'est-ce que j'achète? Et là, c'est justement, c'est quoi les risques, les enjeux sur mon segment d'achat? Donc, ça nécessite de bien identifier ces risques, de les mesurer, et puis de regarder aussi au niveau du marché les différentes alternatives, hein, justement pour répondre à ce besoin exprimé. Troisième question, c'est finalement à qui j'achète? Parce que là, on est affaire à des fournisseurs, et comme on l'a vu juste avant, les aspects de responsabilité dépendent également des fournisseurs, et donc il est intéressant de regarder un peu les engagements du fournisseur. Quand j'ai identifié mes risques, par exemple, c'est quelle garantie va m'apporter mon fournisseur au regard des risques que j'ai identifiés. D'accord? Par exemple, si je dois faire des travaux, je prends des exemples un peu éloignés, mais volontairement. Si je dois faire des travaux de terrassement dans une zone Natura 2000 où il y a une nappe phréatique sous mes pieds, eh bien, j'ai peut-être
intérêt, parce que je vais tout de suite identifier qu'il peut y avoir un risque de pollution de ces nappes phréatiques s'il y avait des fuites d'hydrocarbures. J'ai intérêt à me tourner vers le fournisseur pour voir si lui, il a mis en place, par exemple, un système de management de l'environnement, s'il a mis des identifiants de pollution dans ses véhicules, s'il est prêt à aménager des zones étanches pour d'abord faire stationner ses véhicules et puis les alimenter en carburant, etc., pour éviter ces fuites accidentelles. Donc, à qui j'achète, ça, c'est aussi très important. Et ensuite, la dernière, et là, les éléments de réponse qu'on va apporter à cette dernière question, on va les puiser finalement dans les premières questions, c'est-à-dire comment j'achète. Et le comment j'achète, c'est ni plus ni moins que ma stratégie, finalement. D'accord ? Donc, dans les premières questions, je vais construire ma stratégie. Et la dernière question, ça va être comment j'achète, c'est l'application de ma stratégie. C'est là, je vais voir si je dois mettre des exigences de mon cahier des charges, si je dois mettre des conditions d'exécution, je peux mettre des plans de progrès également, etc. Donc, dans le cadre de ce programme, on va travailler, je dirais, sur l'atelier 1, sur un peu les 3 premières questions. Et l'atelier 2, ça sera comment je réponds à cette dernière question, qui est comment j'achète, c'est-à-dire comment je mets de façon très opérationnelle ma stratégie en place. Toujours pas de question. Alors, je vous parle très rapidement des achats publics responsables, des normes et réglementations. Un achat public, c'est un levier au service de la commande publique. Il y a toute une série de lois aujourd'hui qui arrivent également avec la loi AGEC, Egalim, Résilience et j'en passe. Il intègre des dispositions en faveur de la protection de l'environnement, du progrès social et du développement économique. Il prend en compte l'intérêt des parties prenantes concernées par l'acte d'achat. Il permet des économies intelligentes et il intègre toutes les étapes du marché, de l'avis à la prestation. Là, je crois que vous n'avez rien appris. Il y a des obligations, par contre, des obligations qui remontent, je dirais, depuis un petit moment. C'est vraiment à partir de l'ordonnance de 2015, vraiment, on a une expression très aboutie de ce qu'on entend par cette obligation d'achat responsable dans la commande publique, même si en 2005, il y avait déjà l'intégration de la charte d'environnement dans un bloc de la constitutionnalité qui annonçait dans son article 6 que les politiques publiques devaient promouvoir un développement durable. En 2008, il y a eu la circulaire du Premier ministre sur l'exemplarité de l'État, mais c'est vraiment l'ordonnance de 2015, encore une fois, qui a vraiment impulsé et qui a rendu obligatoire, on va dire, cette approche. Donc, il va falloir travailler en mode projet, mais ça, on le verra, c'est hyper important, justement. Et ensuite, donc, de réfléchir aux besoins, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit juste avant, de créer un dialogue au sein des entités acheteuses, bon, ça, c'est avec effectivement l'importance de travailler avec ces parties prenantes, d'enrichir le sourcing, et c'est vrai, tout à l'heure, je crois que c'est Catherine ou Raphaël qui disait, non, c'est Catherine, pardon, non, Chloé, je sais plus. Quelqu'un qui disait que vous aviez défini des exigences, mais vous n'osiez pas les mettre en spécification technique, en conditions d'exécution dans vos marchés, mais vous mettiez plutôt en critère de mieux-disance, d'attribution, justement par peur d'une immaturité du marché, donc d'un marché infructueux. Effectivement, le sourcing permet justement de mesurer cette maturité du marché et permettra de définir effectivement des exigences peut-être fermes, quand il y a besoin d'avoir des exigences fermes pour mettre sous contrôle certains risques ou certains enjeux. Voilà, d'avoir une vision stratégique depuis la préparation du marché jusqu'à son exécution. Je passe un petit peu vite sur l'obligation de la commande publique parce que je pense que c'est un sujet que vous maîtrisez bien et sûrement mieux que moi. Il y a le PNAD aujourd'hui, qui est un document très incitatif sur les achats responsables, qui va fixer des objectifs. Horizon 2025, 100% des marchés doivent avoir une disposition environnementale, 30% des marchés doivent avoir une disposition sociale. Quand on regarde aujourd'hui les indicateurs qui sont donnés par la DAE, par la Direction des achats de l'État, alors, attention, ça porte sur les achats de l'État. On est loin de ça. La marge, notamment sur les dispositions environnementales. Il y a encore du chemin à accomplir. Alors, qu'est-ce qui va aujourd'hui pousser une organisation à faire des achats responsables? Alors, ça, ce sont des éléments qui sont issus de la norme ISO 20400 toujours, sur les facteurs déterminants d'une démarche.
D'abord, répondre aux demandes clients et à leurs exigences en matière de RSE. Quand on est une collectivité, c'est répondre à la demande des administrés, ou tout au moins aux attentes des administrés. De plus en plus d'administrés, aujourd'hui, effectivement, choisissent peut-être un logement en fonction aussi de l'environnement dans lequel ils vont être, de faire effectivement une entreprise, enfin une ville dans une collectivité qui a investi peut-être un petit peu sur des pistes cyclables, qui a créé des espaces verts et puis qui responsabilise un petit peu plus les achats. Optimiser les coûts et gagner en performance économique. Pendant très longtemps, alors Maud, qui est présente ici, et moi-même faisons partie du conseil d'administration d'une association qui s'appelle l'OBSAR, l'Observatoire des achats responsables. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez vraiment rentrer dans ces démarches, vous investir dans ces démarches, à adhérer à l'OBSAR. C'est une association qui travaille sur plein de sujets hyper intéressants. Il y a beaucoup de partage de bonnes pratiques. Et l'OBSAR, sa particularité, c'est de faire depuis maintenant, ce sera la 15e année cette année, de faire un baromètre pour mesurer le taux de pénétration des achats responsables dans les organisations en France, aussi bien dans le public que dans le privé. Et ce qui était marrant, c'est que les premières années de ce baromètre, on demandait aux entreprises qu'est-ce qui les contraignait finalement à avancer sur ces sujets-là. Et c'était souvent ça coûte cher. Les achats responsables étaient synonymes de ça coûte cher pendant très longtemps, très longtemps. Et aujourd'hui, on voit que déjà dans le baromètre, c'est passé déjà un petit peu vers la fin, comme un moment. Et tout ça parce que aujourd'hui, on a vu que déjà, quand on est dans le juste besoin, on achète moins. Quand on met en place une démarche de coût global, il y a des vraies économies à faire. Plein de retours d'expérience qui montrent qu'il y a des mannes financières énormes dans ces démarches de coût global. Et puis, quand on gère un petit peu du risque, c'est aussi finalement économiser de l'argent parce que le risque peut coûter cher à l'organisation. Maîtriser les risques RSE, sécuriser ces chaînes d'approvisionnement, répondre aux obligations réglementaires et aux politiques publiques, ces politiques aussi incitatives, d'encourager le co-développement, capter l'innovation, de gagner en avantage, alors vous ne voyez pas derrière, mais c'est concurrentiel, renforcer sa notation extra-financière et gagner la confiance des investisseurs, répondre aux objectifs et engagements et aux valeurs de l'organisation, réduire l'impact environnemental et social de l'organisation, respecter les intérêts de l'ensemble des parties prenantes. Bon, il y a beaucoup de choses qui peut-être tournent autour des entreprises, mais malgré tout, vous voyez, même les collectivités, pour la plupart de ces facteurs déterminants, peuvent s'y retrouver. Est-ce que sur cette première partie, vous avez des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Très bien. Voilà. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'élaboration d'une stratégie d'achat, ce qui sera donc notre premier groupe de travail, ça va être d'analyser les besoins liés aux enjeux de l'organisation, de caractériser le besoin par cette approche fonctionnelle. Essayer de déterminer, encore une fois, le besoin et de ramener ça un petit peu sous la forme verbale. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas besoin d'une tondeuse à gazon, on a besoin de couper de l'herbe, on n'a pas besoin d'un véhicule, on a besoin de se déplacer, on a besoin de gagner en mobilité, on n'a pas besoin d'un téléphone, on a besoin de communiquer. Vous voyez, c'est très important d'avoir cette approche verbale parce que on doit remplir des fonctions. Et il y a des fonctions principales qui sont très importantes. Il y a des fonctions ensuite, des fonctions secondaires. J'ai besoin de me déplacer, mais j'ai besoin de me déplacer avec 7 ou 8 personnes, de façon régulière, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle les fonctions contraintes. Et les fonctions contraintes, ce sont toutes les interactions que vont avoir le produit ou la prestation qu'on achète justement sur
l'environnement et sur les parties prenantes. Et c'est un petit peu ce travail, déjà, qu'il va falloir faire, déterminer ça. Et vous verrez que le risque, quand on a fait ce travail-là, on aura une vision un peu plus précise des risques derrière. Il va falloir donc, dans un deuxième temps, enfin, en même temps même, analyser les risques et les opportunités en matière de responsabilité. Tout à l'heure, je vous disais qu'on n'a pas besoin d'une tondeuse, on a besoin de couper de l'herbe. Et pour couper de l'herbe, on avait vu, allez, on va retenir 3. Hein, il y a l'achat d'une tondeuse, il y a la sous-traitance auprès du secteur adapté et protégé, et on va retenir aussi les moutons, comme exemple. Si j'évalue mes risques, mais bon, à un moment donné, la tondeuse à gazon, elle va consommer, elle va avoir besoin de consommables, notamment de carburant, ça va émettre des gaz à effet de serre, elle a besoin de maintenance, il va falloir peut-être emmener de temps en temps la tondeuse sur la maintenance, il va falloir une personne qui pousse la tondeuse, cette personne va être exposée par exemple au bruit, donc ça c'est un risque qu'il va falloir peut-être mettre sous contrôle, il y a aussi les nuisances que ça va générer auprès des voisins, etc., etc. Donc on va faire un petit peu la liste, l'inventaire de tous les risques et les impacts potentiels. Le mouton, on peut se dire, ça c'est très bien, ok, sauf qu'il faut gérer le mouton. À un moment donné, c'est pareil, un ton de mouton, ça se transporte peut-être sur un lieu. Si vraiment on décide d'acheter ses propres moutons, il faut à un moment donné s'en occuper. Hein. L'organisation n'est pas ouverte 365 jours par an, il faut que des gens puissent venir nourrir d'accord, mais il faut leur donner de l'eau, il faut veiller aussi à ce qu'elles ne sortent pas sur le périph'. Hein. Si vous les mettez à Paris, imaginez tout le mouton sur le périph', ça pourrait faire un peu désordre. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir des risques et des impacts potentiels qu'il va bien falloir analyser pour chaque solution. Ça peut générer des opportunités. Je prends l'exemple du secteur adapté et protégé. Effectivement, ça permet aussi de gagner, d'abord d'insérer effectivement des personnes handicapées sur le marché du travail, mais aussi économiquement parlant, ça peut avoir un intérêt puisque on va créer des équivalences, récupérer des équivalences emplois qui vont permettre de réduire les taxes, alors au FI, PHFP, quand vous êtes dans la fonction publique, ou la GFI quand vous êtes dans une entreprise. Il va falloir analyser le marché. Plusieurs raisons. D'abord, ça va être le moyen de détecter toutes ces alternatives qui vont s'offrir à vous pour répondre à vos besoins et puis aussi de mesurer cette maturité du marché. Hein. Et parce que, effectivement, les marchés infructueux, ça a toujours fait peur à l'achat public, ce qu'on peut comprendre. Mais le meilleur moyen de savoir, c'est effectivement d'aller regarder un petit peu où sont les entreprises, qu'est-ce qu'elles proposent et autres. Et enfin, l'analyse des coûts, ça va être une analyse qui va permettre d'arbitrer ses choix. Parce que, effectivement, si on retient l'idée du mouton, mais que ça coûte 4 fois plus cher que l'idée de la tondeuse à gazon, est-ce que la collectivité ou est-ce que l'entreprise peut se permettre de dépenser 4 fois plus d'argent? Peut-être pas. Alors, juste un indicateur, les moutons coûtent moins cher qu'une tondeuse. C'est 25% moins cher global. D'accord? Mais en tous les cas, il va falloir avoir cette analyse des coûts pour arbitrer aussi, parce que l'acheteur reste malgré tout là pour essayer. Surtout vous, gérer l'argent public, donc il va falloir effectivement avoir la plus grande performance économique possible, mais on va travailler en mieux-disance plutôt qu'en moins-disance. Et quand on a fait tout ce travail d'analyse, eh bien, ça va nous permettre de savoir déjà un petit peu quel va être l'objet de notre marché, de bien définir l'objet du marché, et puis surtout de fixer ce niveau d'exigence pour répondre aux risques qu'on aura identifiés ou pour orienter le marché un petit peu vers la solution que l'on souhaite à la fin. Donc, c'est définir cette stratégie d'achat. Et la stratégie d'achat, c'est ni plus ni moins que la meilleure manière d'obtenir le meilleur résultat possible pour répondre à un besoin. Alors, l'analyse du besoin, à ce stade, on en reparlera encore une fois dans le premier atelier, mais là, je voulais balayer un petit peu ces différents points qu'on a vus, là, ces différentes analyses. L'analyse fonctionnelle du besoin, alors, ça, c'est un point important, encore une fois. Vous voyez, l'ordinateur, par exemple, si on veut être sur un équipement, l'ordinateur, on n'a pas besoin d'un ordinateur, on a besoin de stocker, de récupérer, de traiter les données. Peut-être que aujourd'hui, il existe d'autres moyens, d'autres services qui permettraient d'aboutir au même résultat. L'économie de fonctionnalité, là aussi, on a parlé tout à l'heure de l'économie circulaire. L'économie de la fonctionnalité, c'est plutôt d'acheter le service rendu
que d'acheter le produit qui permettra de répondre à son besoin. L'exemple de tout ce qu'il y a quand même. Michelin, par exemple. Michelin, qui au lieu de vous vendre des pneumatiques de poids lourds, vend des kilomètres parcourus aux transporteurs. Ça permet quoi? Ça permet à Michelin de rester propriétaire de ces pneumatiques, d'en assurer la maintenance. Dans ce programme de maintenance, ils vont recreuser le pneu ou le... Comment on appelle ça? Les pneus réchappés. Voilà. On peut réchapper ou recreuser les pneus, etc., voire même les deux. Et ce qui permet en fait à Michelin, des pneus qui étaient donnés pour faire en moyenne 250 000 km sur les camions, eh bien, ils vont pouvoir les tirer jusqu'à 1 million de kilomètres. Donc, les garder 4 fois plus longtemps. Donc, finalement, ils vendront bien moins de pneus, mais ils les vendront beaucoup plus cher. Donc, et au lieu d'acheter 4 trains de pneus, l'entreprise payera peut-être un train de pneus l'équivalent de 2, mais ça lui évitera d'en acheter 4. Donc, tout le monde est gagnant là-dedans. Et ça fonctionne bien pour Michelin sur cet exemple-là. Mais il existe aujourd'hui pas mal d'exemples sur cette économie de la fonctionnalité. On verra ça dans l'atelier quand on en parlera. Il y a quand même dans l'analyse du besoin cette notion de juste besoin dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on a réellement besoin d'acheter? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen que l'achat? Je prends l'exemple aussi des fois d'achats partagés, par exemple. Je peux vous donner quoi comme exemple? Imaginez que vous êtes, alors ici on est à la région, pas très loin il y a la mairie, peut-être que vous avez besoin d'une flotte pour les agents de service. Au lieu d'avoir chacun vos 15 voitures, dont 8 qui vont rester sur le parking toute la journée, on pourrait avoir un parc commun, compte tenu de la proximité de l'entreprise, et partager ces véhicules. Donc voilà, acheter un petit peu moins. C'est un exemple. Alors parmi les exemples qui étaient donnés quand on parle un petit peu justement de cette notion de besoin, c'est la tondeuse, pas la tondeuse, la perceuse. Et là, on est sur un équipement électrique et électronique. Une perceuse, quand vous entendez qu'elle est utilisée en moyenne 12 minutes sur toute sa durée de vie, on a besoin d'avoir une perceuse dans son garage. Je veux dire, à un moment donné, est-ce que ça, c'est pas justement le produit qu'on ne pourrait pas partager? Alors, c'est nouveau, le modèle économique qui arrive aujourd'hui. Il y a des sites qui permettent de mettre comme ça à disposition dans les quartiers. Les gens se regroupent en association. Mais voilà, il faut inventer en fait des nouveaux modèles qui peuvent être très intéressants. Quand on parle de l'analyse du marché, l'objectif, c'est de comprendre comment le marché est structuré, comprendre les grandes tendances du marché, définir la nature de ses besoins aussi, parce qu'à un moment donné, peut-être que tout le monde ne savait pas qu'on pouvait tondre de la pelouse en faisant appel à des moutons en région parisienne, par exemple. Et ça, c'est en faisant du sourcing qu'on va découvrir tout ça. Ça permet aussi de donner les moyens aux entreprises d'adapter au mieux leur candidature, parce que ça va nous permettre de parler un peu de besoin. Et puis également de mesurer justement la maturité du secteur pour éviter les consultations infructueuses, de fluidifier la communication commerciale également, de contribuer à une mise en avant de l'innovation, de la créativité, du savoir-faire des entreprises. Voilà. Mais ça permet aussi peut-être de détecter, quand on fait une analyse de marché, c'est aussi important d'aller regarder sur la catégorie d'achat sur laquelle on va travailler, est-ce qu'il existe des référentiels sur lesquels on peut s'appuyer pour définir un niveau d'exigence sur les matériels. Et si je prends par exemple les équipements électriques et électroniques, je vous ai mis, alors la liste n'est pas forcément exhaustive, en cherchant un petit peu, on en trouverait d'autres, mais vous avez des produits aujourd'hui qui sont couverts par les exigences de l'écolabel européen. Vous avez EPIT également, qui est une initiative américaine qui va dans le domaine, par exemple, des ordinateurs, définir un niveau bronze, argent et or. Donc, c'est une liste de plusieurs dizaines de critères, et en fonction du nombre de critères atteints, le produit va répondre à un certain nombre de critères par rapport à la liste exhaustive de tous les critères qui ont été définis. Et en fonction du niveau de critères que vous atteignez, auquel vous répondez, eh bien, vous pouvez avoir une distinction argent, bronze et or. Energy Star, là aussi, ça concerne les produits électriques, électroniques qui consomment de l'énergie. Donc, vous le retrouvez sur des imprimantes, des ordinateurs, des chargeurs de téléphone, etc. Ça va définir
eh bien, ça va vous assurer que le produit ne dépasse pas un certain seuil qui a été défini. Alors, à la base, c'est une initiative américaine, hein, c'était l'Agence de l'environnement américaine qui avait mis en place ce référentiel, mais qui a été repris par la Commission européenne. Donc, on a retravaillé un petit peu les seuils. Et aujourd'hui, c'est un référentiel largement diffusé en Europe. Donc, on pourrait exiger que le matériel qu'on achète réponde aux exigences d'Énergie Star. Comme ça, au moins, on sait qu'on a un seuil de consommation d'énergie qui est limité. Alors, la particularité de ce référentiel par rapport aux autres, c'est qu'on n'est pas sur une pluralité de critères, mais on est vraiment focusé sur les consommations d'énergie. PCO Certified, là aussi, il y a beaucoup de produits électriques et électroniques. Alors, il y a de la téléphonie, enfin, les téléphones portables, il y a des ordinateurs, etc., des imprimantes et autres. Ça, c'est un référentiel suédois qui est très répandu dans le domaine des équipements électriques et électroniques. Et notamment, de mémoire, je crois que c'est encore le seul référentiel qui couvre les téléphones portables. Ensuite, vous avez l'Ange Bleu, qui est l'écolabel allemand, et le Nordic Swan. Alors, pourquoi on vous cite tous ces référentiels? D'abord, on est sur des équipements qui peuvent effectivement d'abord être titulaires d'au moins de ces référentiels. Et puis, même s'ils ne le sont pas, par exemple, je prends l'exemple de l'écolabel européen. Vous avez un référentiel qui existe sur les ordinateurs pour l'écolabel européen. Sauf que quand vous grattez un petit peu, vous voyez qu'il n'y a aucune entreprise qui a ce référentiel. Alors, ce n'est pas parce que leur matériel ne répond pas aux exigences, c'est simplement que la durée de vie d'un ordinateur est tellement courte que cette durée de vie ne laisse pas le temps nécessaire à la certification. La certification, c'est très long. C'est rentrer dans un processus, faire des audits, etc., etc. Et en gros, entre le moment où on va demander la certification du produit et le moment où on va avoir le label, ben, le produit il sera déjà plus distant sur les ordinateurs. Il y a en 3-4 mois, ça change. Hein, les gammes évoluent très vite. Donc, en fait, les gammes évoluent plus vite que le temps nécessaire à l'obtention d'un référentiel. Alors, après, vous avez aujourd'hui, dans le cadre de l'économie circulaire, des référentiels qui ont été développés par exemple par l'AFNOR. Il y a robuste, réparable, recyclable, il y a issu du remploi, reconditionné, issu du recyclage. Donc, ça, pour tous ces appareils auxquels on va proposer une deuxième vie, eh bien, on pourrait effectivement avoir aussi un gage, une garantie apportée par un organisme indépendant, tierce indépendant, qui va certifier effectivement que le produit est bien issu du réemploi ou a bien été reconditionné ou est bien issu du recyclage. Et puis, il y a des indicateurs aujourd'hui intéressants, alors qui ne couvrent pas énormément de familles d'achat à ce jour, mais qui, je pense, vont se développer de plus en plus, s'élargir de plus en plus. Eh bien, c'est ces fameux indices de réparabilité. Aujourd'hui, pour lutter contre l'obsolescence de ces produits électroniques surtout, eh bien, on va pouvoir noter justement l'indice de réparabilité qui vont être définis sur plusieurs critères. Hein, et donc, c'est la disponibilité des pièces détachées, c'est avoir des documentations techniques du produit, avoir un service après-vente, etc., etc. Il y a plusieurs critères. Et en fonction donc, des critères, eh bien, on peut avoir une note qui va de 1 à 10. Sur cet indice de réparabilité, donc ça en fait un critère de choix intéressant. Donc, on verra un petit peu tout ça en détail dans l'atelier 1, puisque quelque part, quand on va définir nos risques, il faudra trouver des leviers pour répondre aux risques, et vous verrez que ces référentiels sont généralement des solutions proposées pour répondre à des enjeux ou à des risques qu'on aura identifiés. Vous n'avez pas de questions? Tout est très clair, apparemment. Ouais. Ça va être ça. Alors, on va parler d'analyse des risques maintenant. Et les risques, ils peuvent venir de plein d'endroits différents. D'abord, ils peuvent venir du produit. Par exemple, il peut y avoir dans les produits des substances dangereuses. Il peut y avoir des pressions très fortes sur les ressources pour fabriquer ces produits. Il peut y avoir des consommations d'énergie très élevées. Il peut y avoir des émissions atmosphériques qui sont rejetées par le produit. Il y a ce problème d'obsolescence, par exemple. D'accord ? Donc, on est bien sur le produit ou le service qu'on achète. Et là, on est bien sur des risques potentiels qui sont vraiment liés à la qualité du produit. Pour vous donner
un petit exemple. Hein. Alors, ça date de 2007, mais les choses n'ont pas. Il n'y a pas eu une grosse révolution depuis. Hein. Mais pour fabriquer un ordinateur portable qui fait en moyenne 2 kg, il faut 800 kg de matière première, dont 240 kg de combustible fossile, 22 kg de produits chimiques, pardon, hein, c'est en plus, pardon, et 1,5 tonne d'eau. Donc, imaginez les pressions sur les ressources de ces produits. C'est relativement impactant. Parce que c'est vrai que nous, on aurait tendance à juger en se disant, oh, c'est 2 kilos de matière première. Non, quand même énormément de matière première derrière tout ça. Les risques peuvent venir du fournisseur, qui va proposer des mauvaises conditions de travail, qui ne respectera pas les réglementations environnementales locales, et puis qui va générer des pollutions, par exemple. Ou qui ne respectera pas les droits de l'homme. Je prends l'exemple dans le textile, par exemple, les Ouïghours, Chine. Les risques peuvent venir du pays aussi. Il y a des pays sur lesquels on sera confronté à des risques. Hein. Je prends l'exemple de la corruption. Il y a des pays où la corruption est récurrente. Hein. Et puis d'autres où ça n'existe pas. Vous avez par exemple le Transparency International qui fait un classement du niveau de perception de la corruption dans les pays. Et vous avez des pays comme les pays scandinaves où il y a un niveau de corruption qui est très très faible. Et puis il y a certains pays je pense à la Somalie, des choses comme ça, où là, vous avez des niveaux de corruption qui sont incroyables. Le non-respect des droits humains, alors on sait que certains pays bafouent complètement les droits humains. Et puis, il y a des réglementations environnementales. Alors, laxistes, parce qu'elles existent toujours, ces réglementations environnementales, mais seulement elles ne sont pas appliquées, il n'y a pas de contrôle dans pas mal de pays. D'accord ? Donc, on voit que le pays peut être aussi une source de risque. Et ensuite, il y a ce qui se passe un peu dans les fonctions achats. Si vous n'avez pas de stratégie achat, si aujourd'hui vous faites des achats hors processus, alors dans la commande publique, imaginez quand on est au-dessous des seuils de marché, si n'importe qui achète n'importe quoi, que ce n'est pas centralisé, il pourrait y avoir plein de risques finalement. Hein. Il y a la surqualité aussi ou la surconsommation. Par exemple, un ordinateur, c'est très important de bien connaître le besoin qu'on va avoir parce qu'on pourrait vite tomber sur des matériels de surqualité, hein, c'est-à-dire qui ont des calculateurs énormes, mais on n'est pas à la NASA. Quoi, hein. Si c'est pour faire du traitement de texte, pas d'intérêt d'avoir un calculateur énorme qui va consommer énormément d'énergie, pas grand-chose finalement. Et puis aussi, si je ne m'investis pas dans cette relation fournisseur équilibrée, je pourrais effectivement avoir des problèmes et générer des problèmes chez mes fournisseurs, parce qu'à un moment donné, quand on met la pression sur les prix chez les fournisseurs, il ne faut pas oublier que les fournisseurs, ils vont commencer par essayer d'investir dans la recherche et le développement, et puis après, ça va être la pression sur les salaires des ouvriers, hein, qui sont des fois déjà très mal payés. Mais en tous les cas, il y a des fournisseurs, effectivement, qui vont répercuter cette pression sur les prix, sur les salaires ou les prix des salariés. Une notion qui est très importante, c'est cette approche en cycle de vie dont on parlait au niveau de la définition. Alors, pour ceux qui ont participé au programme qui a été déployé par Vincent, donc le programme sur le mobilier et les fournitures de bureau, il avait inscrit les deux ateliers autour de ce cycle de vie. Hein. Alors, ce cycle de vie est très important. Alors, nous, vous avez vu, on prendra un schéma un peu différent puisqu'on travaillera sur la construction de la stratégie et le déploiement de cette stratégie d'achat. Mais en tous les cas, l'analyse des risques que l'on va faire, elle portera sur cette analyse du cycle de vie. Pourquoi ? Tout simplement, c'est un moyen d'éviter le transfert d'impact dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'on peut, encore une fois, améliorer les choses à un endroit pour faire pire ailleurs. Je vous donne un exemple très simple. J'avais bossé, moi, sur un marché à l'époque de pneumatiques. Un marché de pneumatiques. Et à l'époque, on s'était dit, notre client nous avait demandé de lui construire un cahier des charges qui prenait en compte, bien sûr, le développement durable. Et il voulait montrer, en fait, à l'ensemble des acheteurs, sur un segment d'achat qui, au départ, paraissait pas très sexy, hein, les pneumatiques,
montrer qu'on pouvait aussi faire de l'achat responsable là-dessus. Et donc, notre première analyse, quand on a fait l'analyse des risques, on a commencé par les matières premières. Et quand vous faites la liste des matières premières nécessaires à la fabrication d'un pneumatique, si vous avez un peu de sensibilité environnementale et puis sanitaire, vous partez vite en courant. C'est 40 substances chimiques plus préoccupantes les unes que les autres. Et donc, on s'était dit, il y a peut-être des choses à faire sur ces substances-là. Et quand on avait fait notre analyse de marché, on s'était aperçu que des fabricants commençaient à travailler sur des pneus entre guillemets verts. Moi, j'aime pas bien ce terme, mais des pneus éco-conçus. Et ils avaient remplacé certains polymères par des agropolymères, et notamment, par exemple, des produits à base de fécule de pommes de terre. Donc, ça paraissait génial. On se dit, ben, tiens, c'est une substance qui est préoccupante, on peut la remplacer par de la fécule de pommes de terre, extraordinaire. Sauf que, vous savez, dans un pneumatique, ce qui mesure la qualité du pneu, c'est ce qu'on appelle le coefficient de roulement. Et meilleur est le coefficient de roulement, c'est-à-dire moins il y a de résistance, si vous voulez, du véhicule sur la route, et donc moins le véhicule consomme. Et dès que vous dégradez ce coefficient de roulement, ça génère des surconsommations. Je ne sais pas si vous avez vu, quand vous achetez des pneumatiques, vous avez cet indicateur environnemental ABCDEF, comme sur une machine à laver. Et ça, c'est justement l'indicateur de roulement. Eh bien, quand vous êtes à un indice A, eh bien, ça atteste que votre véhicule n'aura pas de surconsommation de carburant. Donc ça parle de mon bonne idée, d'accord. Quand vous êtes à la lettre déjà E ou F, je crois, c'est 0,45 litres de plus au 100 km. D'accord. Quand on voit le prix du carburant aujourd'hui et le nombre de kilomètres qu'on fait avec un pneumatique, eh bien, c'est très clair, en coût global, acheter des pneus A. J'ai un petit exercice, moi, dans une formation, par exemple, où je prends un pneu d'indice A qui vaut 2 fois plus cher que le pneu d'indice E. Et à la sortie, on s'aperçoit que le pneu A, finalement, revient 2 fois moins cher en prenant juste la surconsommation de carburant nécessaire. Et encore, on ne parcourt que 30 000 km avec le pneumatique. Je crois que maintenant, les pneus, c'est plutôt 40 000 ou 50 000 km. Donc, vous voyez que cet indice de roulement a toute son importance, puisque, encore une fois, c'est là où se concentre le maximum de l'impact. Eh bien, le fait de mettre de l'amidon de pomme de terre à la place des polymères, on détériore ça, et on a un pneumatique qui surconsomme du carburant. Et donc, on part d'un bon sentiment, enfin d'une bonne idée au départ. On a l'impression de résoudre un problème, sauf que notre problème, on le décale et on va justement pénaliser la phase d'usage, où c'est là, sur cette phase-là, que se concentre déjà le maximum de l'impact. Donc, cette approche en cycle de vie va permettre de bien faire l'inventaire exhaustif de nos risques et d'éviter ce genre de choses. Quand on parle d'analyse des coûts, il faut savoir que pendant très longtemps, on a acheté un prix. Quand on achetait un produit, on achetait un produit, un prix. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a été un peu dans la moins-disance. D'accord ? Ça a changé. Aujourd'hui, on commence à travailler de plus en plus sur le coût total de possession. Et ce coût total de possession, il a son importance parce que, je disais tout à l'heure, il y a des vraies économies à faire. Le coût total de possession, lui, donc ça va prendre en compte le coût d'achat, l'acquisition, l'utilisation du produit et la fin de vie. Ensuite, si on est un peu plus ambitieux, on peut aller vers une notion d'ailleurs qui avait été développée par l'OPSAR à un moment donné, qui est le coût global élargi. On s'est dit, mais il peut y avoir aussi des coûts et des bénéfices, des risques et des opportunités dans l'acte d'achat qui sont peut-être pas toujours monétarisables. On ne peut pas monétariser, mais malgré tout, c'est important de les prendre en compte. Alors, si je prends un exemple, j'achète par exemple un siège de bureau. Si j'ai des personnes, par exemple, qui sont porteurs de handicap dans mon entreprise, je ne l'ai pas du tout identifié dans mes risques potentiels, et que j'achète le siège de bureau le moins cher possible, eh bien, je risque d'avoir un siège qui ne répond pas aux attentes de ces personnes qui ont peut-être un handicap et qui auraient besoin de critères ergonomiques, enfin, de caractéristiques particulières sur le siège.
Si je fais bien mon travail, que j'ai bien identifié ce problème, que je me suis associé avec les bonnes parties prenantes pour traduire les attentes de ces parties prenantes en critères ergonomiques, j'intègre ça je vais payer peut-être mon siège 100 ou 200 euros de plus. On va me dire, ah ouais, mais tu dépenses plus d'argent. Oui, mais qu'est-ce que c'est au regard, finalement, des coûts que mon organisation pourrait supporter? Parce que ma personne porteur de handicap, si je n'ai pas un poste de travail adapté à son handicap à lui proposer, alors déjà, je deviens un peu hors la loi, parce que mon obligation, c'est de lui proposer un siège adapté, mais surtout, ça va générer de l'absentéisme, de la baisse de productivité et autres. Et ça, quand vous le mesurez, quand vous arrivez à le chiffrer, on est très loin des 100 ou 200 euros qu'on aura perdu sur le prix d'achat du siège. D'accord. La preuve en est, je crois que c'est Alstom qui avait adapté les postes de travail à des personnes handicapées dans ses ateliers. Et ils se sont rendus compte que les personnes handicapées avaient un taux de rendement supérieur aux autres. Simplement parce qu'ils avaient travaillé vraiment sur l'ergonomie des postes de travail. Et ils ont généralisé ça au sein des salariés et ils ont gagné en productivité, mais de façon assez phénoménale à l'époque. Donc là, on est sur le coût global élargi. La particularité de ces trois premiers niveaux de coûts, c'est qu'ils sont généralement portés, ou en tous les cas assumés, par l'organisation. Mais il y a aussi des externalités environnementales ou sociales qui sont pas forcément, enfin, qui vont résulter de l'achat que vous allez faire, mais l'impact, c'est pas vous qui allez le supporter, c'est la société en général. Je prends l'exemple d'une voiture. Quand vous achetez un véhicule, alors vous allez payer les assurances, l'entretien de votre voiture, le carburant, les réparations, etc., les taxes, etc. Mais par exemple, les accidents sur la voie publique ou les particules fines ou les gaz à effet de serre que vous allez générer ou les atteintes à la biodiversité que vous allez générer. Ce n'est pas vous qui les supportez ça, c'est la société en général et pourtant c'est bien votre véhicule que vous avez acheté ou même les infrastructures. C'est pas aussi, les infrastructures que vous utilisez, c'est pas vous qui les payez directement, c'est indirectement dans les impôts, certes, mais en tous les cas, c'est la société qui les paye. Donc des fois, on va générer des risques par les produits qu'on achète, mais encore une fois, qui ne concernent pas l'organisation, mais la société. Et ça, c'est un peu la nouveauté dans la norme ISO 20400 de présenter ces risques qui ne sont pas directement portés par l'organisation, mais par la société, en disant qu'il faut aussi avoir conscience de ça, même si la plupart, on ne peut pas les monétariser. Essayer de monétariser aujourd'hui les atteintes à la biodiversité générées par les véhicules qu'on a, c'est hyper difficile, quoi. Pardon. Alors, voilà une liste. J'ai essayé de la rendre la plus exhaustive possible, mais elle n'est peut-être pas forcément. Sur l'achat d'un ordinateur, pour rester sur les équipements électriques et électroniques, vous voyez, il y a le prix d'achat ou de la location, il y a le prix des accessoires, des périphériques, des systèmes d'exploitation, l'installation et la prise en main de votre appareil, les coûts de sauvegarde et transferts de données avec les anciens PC, les consommations d'énergie, la maintenance, les supports techniques et l'assistance, les extensions de garantie, les coûts de pièces et l'extension, les gestions de fin de vie des 3E, ça, ce sont un peu les coûts directs. Et puis après, vous avez les troubles musculo-squelettiques, les troubles visuels que ça pourrait générer, et les frais, du coup, que ça pourrait représenter, l'information, les frais de gestion du parc informatique, la sauvegarde externe des données, la perte d'exploitation liée aux défaillances des matériels, les pertes ou les vols de données, les cyberattaques, tout ça, c'est des coûts indirects. Et puis, il y a certaines externalités, les émissions atmosphériques à l'usage, les impacts environnementaux liés à la fabrication, donc les pressions sur les ressources, la biodiversité, les déchets, la pollution, les gaz à effet de serre, l'impact sur la santé publique, l'emploi sur le territoire, tout ça, ce sont des coûts externalités qu'il faudrait arriver à prendre en compte, sauf que la plupart, on ne sait pas les monétariser. Et plus on avance, plus on va des coûts directs vers ces coûts d'externalité, plus c'est compliqué. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que déjà, si on arrivait à travailler au moins sur les coûts directs et arriver à prendre déjà l'ensemble de ces coûts-là dans des approches en coût global, ce sera déjà pas mal. Mais il est quand même important de bien déterminer ces externalités, puisque ça représente les risques et les enjeux aussi, qu'on devra peut-être mettre sous contrôle. Il y a un élément qui est très important, c'est que je trouve que trop souvent, cette approche en coût global, elle est utilisée par les acheteurs
au moment de l'attribution d'un marché. Or, ce n'est pas là qu'elle a vraiment tout son intérêt, cette démarche. C'est plutôt au moment de la caractérisation du besoin. Je reviens sur mon exemple de tondeuse à gazon. Il est au moins l'exemple d'être clair. La tondeuse à gazon, si vous attendez finalement d'avoir donné une orientation, j'achète une tondeuse à gazon et je vais aller comparer ma tondeuse A avec ma tondeuse B, entre une marque de tondeuse et une autre de gamme à peu près similaire, parce que si vous avez bien défini vos besoins, vous avez défini à peu près la taille de la tondeuse dont vous avez besoin, hein, vous avez défini par des caractéristiques techniques, entre une tondeuse A et une tondeuse B, vous allez gagner peut-être 50 ou 100 euros, quoi. Alors, faire toute une démarche là-dessus, parce que ça consomme la même quantité d'essence, à peu de choses près, ça va générer les mêmes gaz à effet de serre, ça nécessitera les mêmes consommables. Donc, il n'y a pas un gros écart. Et vous allez rentrer des fois dans des calculs scientifiques pour finalement déterminer une différence de 20 euros ou 30 euros sur toute la durée de vie du produit. Est-ce que c'est très rentable de passer autant de temps pour gagner 20 euros? Peut-être pas forcément. Par contre, si très en amont, vous vous êtes dit, est-ce que j'achète une tondeuse ou est-ce que je prends un mouton, ou est-ce que je sous-traite au secteur adapté, protégé, et que là, vous faites votre démarche en global, là, il y a des mannes financières qui se dégagent. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des études qui montrent que les moutons, c'est 25% moins cher que d'acheter une tondeuse. Parce qu'acheter une tondeuse, il faut payer quelqu'un pour la pousser, il faut la stocker, il faut l'entretenir, il faut acheter des consommables, etc., etc. Et quand vous avez mis tout ça bout à bout, et que vous regardez ça sur la durée de vie d'une tondeuse, eh bien, vous apercevez que ce n'est peut-être pas forcément la solution la plus économique. D'accord? Alors après, si vous décidez d'acheter une tondeuse, entre la réflexion sur j'achète une tondeuse thermique ou j'achète une tondeuse électrique, là aussi, ça peut avoir on peut se poser la question de qu'est-ce qui est le plus intéressant économiquement parlant. Mais comparer deux tondeuses thermiques de même gamme, mon attribution par une démarche en coût global, je veux bien, mais encore une fois, vous allez perdre du temps pour gagner rien du tout. Donc, comme le temps, c'est de l'argent. Faut être assez prudent par rapport à tout ça. Alors, petit focus sur l'économie, l'économie circulaire, c'est quand même l'objectif de ce programme. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'économie circulaire, alors j'ai repris le schéma qui est proposé par l'ADEME, on voit les trois grands domaines d'action, l'offre, le domaine de comportement et la gestion des déchets, avec les différents leviers. Vous avez 7 leviers, l'extraction, l'exploitation et achat durable, l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, l'allongement de la durée d'usage et le recyclage. Donc ça, ce sont les 7 leviers. Mais à un moment donné, quand on se pose la question, mais finalement, l'acheteur, il intervient où dans l'économie circulaire? Alors, certains répondent, regardez, dans extraction, exploitation et achat durable, il va intervenir là. Et puis, en bas, dans consommation responsable, il y a achat aussi. Non, sauf que là, l'acheteur, il intervient finalement directement ou indirectement de partout. Parce qu'il va donner, en fonction de son besoin, des orientations vers des choses intéressantes. Quand il fait du sourcing de proximité, il est bien en train de travailler sur l'écologie industrielle et territoriale. Quand il définit des niveaux d'exigence sur ces matériels, il peut effectivement valoriser les démarches de l'éco-conception. Il peut définir des spécifications techniques en imposant certains matériaux ou matières, par exemple, issues du recyclage. On va pouvoir également travailler sur la durée de vie parce qu'on peut demander des garanties, on peut justement s'inquiéter à acheter déjà du reconditionné ou alors aller travailler sur la réparabilité de son produit, etc. Donc on voit, et puis on peut imposer aussi, sur la valorisation du produit en fin de vie, certaines conditions d'exécution à nos fournisseurs. Donc finalement, l'acheteur, il intervient partout, sur tous les leviers de l'économie circulaire. On peut donner des orientations pour aller vraiment chercher des produits issus de ce modèle économique. L'économie circulaire. Alors, il y avait l'ancien responsable achat de la direction des achats de l'État, qui s'appelait Gérard Bruno, vous l'avez connu. Gérard Bruno qui disait toujours l'économie circulaire, ce n'est pas une économie qui tourne en rond, mais c'est une économie qui tourne rond. Je trouve ça très joli. Alors, en ce qui nous concerne, dans les équipements électriques et électroniques, il y a beaucoup d'appareils numériques. Et vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du principe du numérique responsable. Il y a des initiatives comme Green IT, il y a de plus en plus de guides qui sortent sur le numérique responsable. D'ailleurs, je vous ai mis ici un petit qui a été déployé par la DAE
et que vous pouvez télécharger d'ailleurs sur le site de la DAE. Il y a 8 principes du numérique responsable qui sont généralement mis en avant. Prendre en compte tout le cycle de vie des équipements et des services numériques et pas seulement l'usage. Prendre en compte tous les impacts environnementaux et pas seulement les émissions à gaz à effet de serre. Prendre en considération les aspects sociaux également. Alors même je sais que le programme, encore une fois, il tourne autour d'économie circulaire et d'environnement, mais malgré tout, on n'oubliera pas les aspects sociaux. On pourra tout au moins les rappeler. S'inscrire dans une logique de sobriété, les 4 R, là, refuser, réduire, réemployer, recycler. Se méfier de l'effet rebond, on en a parlé tout à l'heure, c'est effectivement avoir l'impression d'améliorer les choses à un endroit sans penser que ça pourrait avoir des impacts ailleurs. Ne pas négliger les mesures dont on ne sait pas où peut quantifier, dont on ne sait pas mesurer, quantifier les gains ou qu'on peut le faire. Hiérarchiser les bonnes pratiques à mettre en place au vu de leur potentiel de réduction des répercussions sur l'environnement. Alors, je reviens sur le point 6. Je passais en plus en heurtant un peu ma phrase, mais là aussi, on pourrait parler du carbone. Aujourd'hui, tout le monde est en train d'essayer de prendre en compte la réduction carbone dans les marchés. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un petit peu difficile encore de comparer deux produits uniquement sur leur valeur carbone parce qu'il y a différents outils, il y a différentes approches, il y a différentes méthodes qui existent. Et puis, surtout, les entreprises n'ont pas encore aujourd'hui, ne sont pas encore accordées sur certains périmètres. La preuve en est, c'est quand il y a eu le Grenelle de l'environnement, c'était en 2007, c'était l'époque de Sarkozy, il y avait eu ce Grenelle 2, il y avait l'ADEME qui avait lancé une initiative, un appel à projet au niveau des entreprises pour expérimenter l'affichage environnemental des produits. Et ils avaient formé des gens à un logiciel, justement, un calculateur bilan carbone pour faire les bilans carbone des produits et que les entreprises essayent et rapportent leurs résultats. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y avait 2 opérateurs téléphoniques français, c'était SFR et Orange, on ne va pas les citer, qui s'étaient dit, nous, on se porte candidat dans cette expérimentation. Alors, comme eux, c'était ils vendaient ces opérateurs téléphoniques, ils se sont dit, ça va être compliqué dans notre domaine. Ce qu'on va faire, on va travailler sur les téléphones qu'on vend dans nos magasins et on va travailler sur ces téléphones-là. Et c'était marrant parce que le hasard a fait qu'ils ont pris les mêmes téléphones. Enfin, tout au moins un téléphone, c'était le Nokia Slide 2220. Ils ont travaillé sur le même téléphone. Ils ont fait le même travail, sauf qu'ils avaient travaillé avec 2 cabinets différents. Qui étaient accompagnés par 2 cabinets différents. Et ils n'avaient pas travaillé sur le même périmètre. Donc, il y avait des résultats qui allaient du simple au triple. Il y en avait un qui était à 7 kg carbone, je crois, l'équivalent carbone, et l'autre était à 17 ou 18. Donc, à un moment donné, on voit bien que ces démarches, elles ne sont pas encore suffisamment abouties, on n'a pas encore cadré suffisamment les choses pour travailler là-dessus. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas travailler sur la réduction carbone. Mais peut-être que, c'est ce qu'on dit, même si on ne peut pas quantifier les gains, je donne un exemple. Quand vous achetez par exemple, du stockage de données dans un data center. Vous savez, les data centers consomment énormément d'énergie, donc génèrent par définition beaucoup d'émissions de carbone. Eh bien, aujourd'hui, si j'aurais du mal à comparer l'un par rapport à l'autre, parce que, une fois, j'ai des données qui ne sont pas forcément opposables. Or, les critères d'attribution, ils doivent être opposables dans la commande publique, sinon il y a une distorsion de concurrence. Eh bien, on va dire, non, je ne prends pas en compte le carbone, je ne peux pas le mesurer. Si, indirectement. Si je leur demande s'ils ont mis en place un système de management de l'énergie chez eux, c'est bien qu'ils essayent par tous les moyens de réduire leur consommation d'énergie, donc leur réduction carbone. Si je les interroge et que je leur demande, par exemple, est-ce que vous avez mis en place un système de refroidissement de vos serveurs à eau? Parce que ces systèmes de refroidissement à eau, on le sait, sont beaucoup moins générateurs d'émissions carbone que les climatisations. Eh bien ça, c'est un critère d'attribution qui va dans le bon sens, dans la réduction carbone. Si je leur demande, par exemple, s'ils ont acheté de l'énergie renouvelable pour faire tourner leur serveur par rapport à l'énergie fossile, c'est beaucoup plus intéressant également. Donc, je vous dis, j'ai des critères que je ne peux pas mesurer, certes, mais qui auront forcément un effet sur l'enjeu des émissions carbone. Alors après, dernier point, c'était s'attacher à replacer la démarche numérique responsable dans une stratégie globale de réduction des impacts environnementaux et sociaux de l'organisation. Voilà. Alors, comment on répond à ces ambitions maintenant? Alors ça, c'est encore une indication qui sort de la norme.
là, on est sur le niveau d'influence qu'on peut avoir face à une organisation. Quand on a un donneur d'ordre et qu'on se tourne, par exemple, vers une petite entreprise de nettoyage du coin, vous allez pouvoir lui imposer qu'il utilise des produits écologiques. Vous allez pouvoir bannir l'usage, par exemple, des lingettes jetables. Vous allez imposer qu'ils forment et qu'ils sensibilisent leur personnel à la gestion des ressources. Vous allez peut-être travailler avec eux sur une étude de la faisabilité d'une prestation aux journées, par exemple, etc. C'est assez simple. Vous êtes un donneur d'ordre important, ils ont besoin de vous pour travailler. Donc, généralement, on arrive à imposer des conditions d'exécution, on arrive à imposer des exigences à ces entreprises parce qu'on a une certaine influence sur ces entreprises. Et là, l'achat responsable paraît à peu près facile. D'accord? Sauf que dans le domaine de l'équipement électrique et électronique, quand je me tourne vers HP ou vers. Non, c'est quoi? Lenovo. Vous vous tournez vers Lenovo ou vers HP, et puis vous leur dites, alors moi, je vais vous mettre des conditions. Ils vont vous dire, attendez, nous, sur étagère, notre truc, tu achètes content, hein, et si tu n'es pas content, tu vas acheter ailleurs. Quoi. Enfin, je veux dire, on n'a aucune influence sur certains fournisseurs. D'accord? Alors, on peut se dire, ah oui, mais alors avec l'hiver, on pense sur l'achat responsable. Bah, si on pense faire quand même, on va aller sélectionner le meilleur de la catégorie. C'est-à-dire, globalement, je vais définir des critères sur mon ordinateur, parce que tous les ordinateurs chez nous consomment de l'énergie, ils ont des durées de garantie, ils ont un indice maintenant de réparabilité, ils peuvent dégager d'ozone, ils peuvent contenir des matières recyclées, par exemple, et je pourrais effectivement définir des critères et comparer les différents matériels sur l'ensemble de mes critères, avoir une grille de notation et aller travailler sur la mieux-disance. D'accord? Donc, je ne vais pas mettre des pressions sur mon fournisseur pour lui imposer des choses. Je me plie à ce qu'il me propose, mais je vais analyser ce qu'il me propose au regard de ce que les autres me proposent et je vais aller me tourner vers le meilleur produit de l'entreprise. Par contre, bah, effectivement, j'ai aujourd'hui des fournisseurs sur lesquels j'ai une certaine influence et là, je vais pouvoir faire évoluer un petit peu le marché. Alors, pour ça, quand je n'ai pas d'influence, je peux réaliser une analyse approfondie de mon marché, définir des spécifications précises, m'appuyer sur des référentiels, sur des normes, des labels, adopter une approche de mieux-disance et pondérer mes critères en fonction des enjeux. Quand je travaille plutôt sur faire bouger un petit peu mes fournisseurs, là, je vais pouvoir exercer mon pouvoir d'influence, imposer des spécifications de rupture, définir des conditions d'exécution avec des pénalités, coopérer au développement de solutions innovantes, équilibrer la relation avec le fournisseur, le donneur d'ordre. Donc, vous voyez que j'ai des outils un petit peu différents en fonction aussi de l'influence que j'ai. D'accord? Parce que souvent, on se dit, ah oui, mais là, on ne peut rien faire parce que j'ai aller négocier avec Apple, vous n'arriverez jamais à les faire plier. Hein. Voilà.